Maintenant je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Le monde notera que la première bombe atomique a été larguée sur Hiroshima, une base militaire, le 7 août 1945, le jour après la destruction d'Hiroshima. Le docteur Yoshio Nishina, un physicien japonais de premier plan, et d'autres scientifiques atomiques arrivèrent à Hiroshima pour examiner les dégâts. Ils confirmèrent que la ville avait été détruite par une bombe atomique et en firent rapport au cabinet de Tokyo. Malgré cela, le cabinet décida de continuer la guerre, une décision interceptée par les décodeurs américains de Magic. Pendant ce temps, le président Truman revenait de la conférence de Potsdam et parla du bombardement atomique d'Hiroshima, le décrivant comme une base militaire. Il déclara plus tard « Nous continuerons à l'utiliser jusqu'à ce que nous détruisions complètement le pouvoir du Japon de faire la guerre ». Sans signe de reddition du Japon, la décision fut prise d'attaquer une autre ville le 9 août 1945 à 3h47. L'avion B-29 Super Fortress Boxcar, commandé par le major Charles Sweeney, décolla de l'île de Tinian avec la bombe au plutonium Fat Man à bord. Le plan de mission était presque identique à celui de Hiroshima, avec 2 B-29, dont l'Enola Gay, volant 1 heure en avance comme éclaireur météo. Boxcar était accompagné de 2 avions d'observation, le Great Artist et le Big Stink. La cible principale était Kokura, connu pour son arsenal et sa production d'équipements militaires, avec Nagasaki comme cible secondaire. Sweeney décolla avec la bombe déjà armée, mais avec les fiches de sécurité électrique toujours engagées. Lors de l'inspection avant vol, l'ingénieur de vol informa Sweeney que la pompe à carburant de l'avion était défectueuse. Remplacer la pompe prendrait des heures et, pire encore, déplacer Fat Man vers un autre avion pourrait prendre autant de temps et être dangereux, car la bombe était active. Par conséquent, Tibby et Sweeney décidèrent de continuer la mission avec Boxcar. Les observateurs des avions météo rapportèrent que les 2 cibles, Kokura et Nagasaki, étaient dégagées. Lorsque Boxcar arriva au point de rendez-vous au-dessus de l'île Yakushima, le Great Artist rejoignit peu après. Cependant, le Big Stink échoua à faire le rendez-vous, car il volait beaucoup plus haut qu'il n'aurait dû et ne faisait pas les cercles serrés convenus au-dessus de Yakushima. Bien que Boxcar ait été ordonné de ne pas tourner plus de 15 minutes, il attendit le Big Stink pendant 40 minutes avant de quitter le point de rendez-vous. En tant que commandant de l'avion, Sweeney décida de se rendre à la cible principale, Kokura. Le retard au rendez-vous provoqua des nuages et de la fumée dérivant des incendies provoqués par un raid de bombardement lourd la veille à I. De plus, les aciéries de Yahata brûlaient intentionnellement du goudron pour produire de la fumée noire. Les conditions résultantes couvrirent 70% de la zone de Kokura, obscurcissant le point de visée. Au cours des 50 minutes suivantes, 3 passages furent effectués, consommant du carburant et exposant l'avion à des défenses lourdes, mais le bombardier ne put pas larguer la bombe visuellement. Lors du 3e passage, le feu antiaérien japonais se rapprochait et le carburant s'épuisait en raison de la défaillance de la pompe à carburant. Boxcar et le Great Artist se dirigèrent vers leur cible secondaire. Cible, Nagasaki. Le terme « chance de Kokura » est apparu à la suite de cette mission, mettant en lumière comment la visibilité réduite de la ville en raison de la météo et de la fumée la protégeait de la bombe atomique. L'équipage décida que si Nagasaki était obscurci à leur arrivée, il porterait la bombe jusqu'à Okinawa et la jetterait dans l'océan si nécessaire. Vers 7h50, heure japonaise, une alerte aérienne fut déclenchée à Nagasaki, mais le signal de fin d'alerte fut donné à 8h30, lorsque seuls 2 B-29 Super Fortress furent aperçus. À 10h53, heure japonaise, les Japonais supposèrent que les avions n'étaient en mission que de reconnaissance et aucune autre alerte ne fut donnée. Quelques minutes plus tard, à 11h, heure japonaise, le Great Artist lâcha des instruments attachés à 3 parachutes. Ces instruments contenaient également une lettre non signée adressée au professeur Sagan, un physicien de l'université de Tokyo, qui avait étudié avec 3 des scientifiques responsables de la bombe atomique à l'université de Californie à Berkeley. La lettre l'exhortait à informer le public des dangers de ces armes de destruction massive. À 11h01, heure japonaise, alors que Boxcar approchait de Nagasaki, une éclaircie dans les nuages permit au bombardier de repérer visuellement la cible comme prévu. La bombe Fat Man, contenant environ 5 kg de plutonium, fut larguée au-dessus de la vallée industrielle de la ville. Elle explosa 47 secondes plus tard, à 11h02, à environ 503 mètres au-dessus du sol. L'explosion se produisit presque directement au-dessus d'un court de tennis, à mi-chemin entre 2 cibles industrielles importantes. Les usines Mitsubishi d'acier et d'armement au sud et l'arsenal de Nagasaki au nord. Cet emplacement se trouvait à environ 3 km au nord-ouest du centre de l'hypocentre prévu. L'explosion libéra une énergie équivalente à 21 kilotonnes de TNT. En raison de la disposition géographique de Nagasaki, avec la vallée d'Urakami servant de barrière naturelle, une grande partie de la ville fut protégée de la pleine force de l'explosion par les collines environnantes. Néanmoins,
La dévastation dans le rayon de l'explosion fut immense. La boule de feu initiale créée par l'explosion atteignit des températures de plusieurs millions de degrés Celsius, incinérant instantanément tout ce qui se trouvait dans un rayon d'1 mile. L'onde de choc et la chaleur intense provoquèrent des incendies généralisés et des destructions, nivelant des bâtiments et des infrastructures. L'explosion produisit également des radiations létales, contribuant à des victimes immédiates et à long terme. Boxcar et ses avions de soutien, le Great Artist, quittèrent rapidement la zone après le largage de la bombe. Pendant ce temps, le Big Stink, qui avait été séparé plus tôt, aperçut l'explosion à 160 km et survola la zone pour observer les conséquences. Le bilan des morts immédiates fut estimé entre 40 000 et 75 000 personnes, des dizaines de milliers d'autres succombant aux blessures et aux effets des radiations dans les mois et années suivants. Après le bombardement d'Hiroshima, il est estimé qu'environ 200 personnes cherchaient refuge à Nagasaki pour subir une nouvelle explosion atomique. Ces individus furent connus sous le nom de « En tant que survivants doubles », 9 d'entre eux ont affirmé avoir été dans la zone de l'explosion dans les deux villes. Tomu Yamaguchi a été le premier survivant officiellement reconnu des 2 bombardements. Il a été confirmé qu'il se trouvait à 3 km, soit 1,9 mi, de l'hypocentre à Hiroshima lors d'un voyage d'affaires lorsque la bombe a explosé. Il a été gravement brûlé sur le côté gauche et a passé la nuit à Hiroshima. Il est arrivé dans sa ville natale de Nagasaki le 8 août, la veille du bombardement, et a été exposé à la radiation résiduelle en cherchant ses proches. Yamaguchi est décédé en 2010 d'un cancer de l'estomac, quelques heures avant que Boxcar ne décolle de Tinian. Le ministre soviétique des Affaires étrangères Molotov avait informé Tokyo de l'abrogation unilatérale par l'Union soviétique du pacte de neutralité soviéto-japonais à minuit 2, heure de Tokyo, le 9 août. 4 heures plus tard, la nouvelle parvint à Tokyo de la déclaration officielle de guerre de l'Union soviétique, écrasant les derniers espoirs du gouvernement japonais pour une médiation soviétique. Toutefois, les hauts dirigeants de l'armée japonaise commencèrent à préparer l'imposition de la loi martiale sur la nation avec le soutien du ministre de la guerre Anami pour arrêter quiconque tenterait de négocier la paix. Cela se produisit seulement quelques heures avant que Boxcar ne largue la bombe Fatman. Les Big Six se réunirent le matin du 9 août 1945 pour aborder la situation. Le cabinet entier se réunit à 14h30 et passa la majeure partie de la journée à débattre de la reddition. Anami concéda que la victoire était peu probable, mais plaida en faveur de la poursuite de la guerre. Les discussions lors de cette réunion portaient à la fois sur le bombardement d'Hiroshima et l'invasion soviétique de la Mandchourie. Elles furent interrompues par la nouvelle du bombardement atomique de Nagasaki. À la fin de la réunion, à 17h30, aucune décision n'avait été prise. Lors de cette réunion, les Big Six étaient divisés. Pour accepter la déclaration de Potsdam, il y avait le Premier ministre Suzuki, le ministre des Affaires étrangères Togo et l'amiral Yone. Pour continuer la guerre sous conditions, il y avait le ministre de la guerre Anami, le général Umzu et l'amiral Toyota. Ils insistaient sur des conditions, notamment l'absence d'occupation du Japon et la conduite de leur propre procès pour crimes de guerre. Face à cette impasse, le Premier ministre Suzuki se rendit au palais impérial pour solliciter l'intervention de l'empereur Hirohito. Une conférence impériale fut convoquée tard dans la soirée du 9 août et dans les premières heures du 10 août. C'était une étape significative des sans précédents, car l'empereur, traditionnellement, n'intervenait pas directement dans les décisions politiques. Lors de la conférence, les arguments des 2 parties furent présentés. Finalement, l'empereur Hirohito exprima son désir de mettre fin à la guerre, affirmant que le Japon devait supporter l'insupportable pour éviter davantage de destruction et de souffrance. Il favorisa l'acceptation de la déclaration de Potsdam avec la seule condition de préserver le Kokute, l'institution impériale. Le 14 août, Hirohito enregistra son annonce de capitulation. Ce jour-là, Anami signa le document de reddition avec le reste du cabinet et commit seppuku tôt le lendemain matin. Sa lettre de suicide disait « Par ma mort, je présente humblement mes excuses à l'empereur pour le grand crime. » Le Japon se rendit officiellement aux Alliés le 15 août 1945. La signature formelle des documents de reddition eut lieu le 2 septembre 1945 à bord de l'USS Missouri dans la baie de Tokyo. En 1959, le général Tibi, qui avait piloté l'Enola Gay ayant largué la bombe atomique sur Hiroshima, rencontra le capitaine Fua, l'officier japonais ayant dirigé la première vague de l'attaque sur Pearl Harbor. Lors de cette conversation, Tibi dit à Fua « Vous nous avez bien surpris à Pearl Harbor. » Fua répondit « Qu'avez-vous pensé de ce que vous nous avez fait à Hiroshima ?» Fua ajouta « Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous savez quelle était l'attitude des Japonais à l'époque, à quel point ils étaient fanatiques. Ils mouraient pour l'empereur. Chaque homme, femme et enfant auraient résisté à cette invasion avec des bâtons et des pierres si nécessaire. Pouvez-vous imaginer ce qu'aurait été un massacre pour envahir le Japon? Cela aurait été terrible.
Le peuple japonais en sait bien plus à ce sujet que le public américain ne le saura jamais. Hiroo Onoda, un soldat japonais, est réputé pour son incroyable histoire de loyauté et de survie. Ayant refusé de se rendre pendant près de 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Onoda était un officier du renseignement dans l'armée impériale japonaise, stationné sur l'île de Luban aux Philippines. Lorsque la guerre se termina en août 1945, Onoda et son petit groupe de soldats n'étaient pas au courant, ou refusaient d'y croire. En octobre 1945, ils tombèrent initialement sur un tract annonçant la capitulation du Japon, mais ils le rejetèrent comme de la propagande alliée. Le tournant se produisit en 1974, lorsque le gouvernement japonais localisa l'ancien supérieur d'Onoda, le major Taniguchi, qui se rendit à Luban pour libérer officiellement Onoda de ses fonctions. Le 9 mars 1974, Taniguchi livra personnellement l'ordre à Onoda, le convainquant que la guerre était effectivement terminée. Beaucoup soutiennent que la Seconde Guerre mondiale n'est toujours pas terminée, car le Japon et l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie, n'ont pas signé de traité de paix formel en raison de désaccords sur la souveraineté des îles Kouriles, un conflit non résolu qui continue de jeter une ombre du passé sur le présent. Si vous souhaitez en savoir plus sur des histoires fascinantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne Odyssée d'Histoire. Explorez avec nous les récits captivants de l'histoire ancienne et bien plus encore.